travaillé sur la mémoire coloniale, l'histoire coloniale, les présences issues de l'immigration, les enjeux identitaires, les enjeux même d'imaginaire, les enjeux politiques. En fait, c'est un tout. On ne peut pas détacher les enjeux de mémoire quand on parle de colonisation comme si c'était simplement un élément issu du passé qui n'aurait pas de lien extrêmement visible, tangible, brutaux, identitaire dans le présent. On est dans une affaire de quelque chose qui ne s'est pas arrêté. Donc ce n'est pas que de la mémoire. En fait, c'est une mémoire qui a une difficulté parce qu'elle est toujours dans l'histoire. Elle est dans l'histoire pour des tas de raisons, je vais y venir dans cette communication, mais elle l'est aussi parce que les acteurs de cette histoire ont des descendants, et que ces descendants vivent toujours ensemble. Ce qui n'est pas toujours le cas des histoires. Vous avez des histoires passées qui, quelque part, créent rupture entre des populations qui ne vivent plus après, naturellement, ensemble. L'histoire coloniale, et c'est un immense paradoxe, sur lequel on pourrait même pratiquement faire une communication, comment se fait-il que ceux qui ont connu la colonisation soient partis vivre dans le pays de leurs colonisateurs? C'est comme si, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 7 millions de Français étaient partis vivre en Allemagne. C'est un sujet extrêmement incroyablement difficile à comprendre. Et il génère des blocages, tout simplement parce que les acteurs sont dans le même pays en train de vivre. Et puis que c'est aussi des enjeux de diplomatie. On le voit bien dans les va-et-vient par rapport à l'Algérie, autour de la déclaration notamment d'Emmanuel Macron, qu'il a fait en plus en Algérie, que ces enjeux sont aussi des enjeux diplomatiques. Et puis, c'est des enjeux identitaires. Quand on voit le parallèle que font certains sur le Félaga d'hier et le terroriste d'aujourd'hui, on se doute bien qu'il se passe quelque chose dans tout ça, et que c'est pas neutre. Et si on voit que tous nos hommes politiques, puisque ce sont que les hommes politiques qui ont gagné les présidentielles dans ce pays depuis la fin de la guerre d'Algérie, ont à peu près tous pris des postures extrêmement précises depuis la fin de la guerre d'Algérie et de la fin de l'Empire français sur la question coloniale, et que ça continue à être un sujet électoral majeur. Vous avez cité tout à l'heure, dans votre communication, dans l'introduction, Emmanuel Macron dans sa campagne, il n'a pas dérogé au genre, il a parlé de la colonisation. Et en plus, il en a parlé d'une manière assez visible, en une simple petite phrase, qui a marqué les esprits. Et pourtant, ces 50 dernières années, 55 même dernières années aujourd'hui, Myriam Cothias, qui a beaucoup travaillé sur la question de la mémoire en lien avec l'esclavage, et vous allez comprendre que la question de l'esclavage n'est pas forcément très éloignée de notre sujet aujourd'hui, au lendemain des abolitions, qualifiait d'une certaine manière la politique française avec le choix de la posture officielle, si tant est qu'il y ait une posture officielle française sur les enjeux de la colonisation et de la mémoire coloniale et des esclavages dans ce pays, une politique, je dirais plutôt des politiques, elle parlait d'une politique de l'oubli. C'est assez intéressant parce que ce n'est pas un oubli qui permet justement de transcender les enjeux de mémoire et les traumatismes. C'est un oubli pour essayer d'arriver à oublier ce qu'a été la colonisation, ce qui n'est pas vraiment la même chose. Et que cette politique de l'oubli, elle a plutôt dominé, globalement, les 55 dernières années dans les politiques publiques. Et en plus, là où le travail de Myriam est intéressant, c'est que cette politique de l'oubli pourrait être neutre, quelque part, ne pas rentrer dans le champ du débat. Donc, quelque part, essayer de faire que les mémoires arriveraient à s'installer parce qu'il y aurait une forme de long silence. On sait tous que ce n'est pas forcément comme ça que les mémoires s'installent le mieux, mais pourquoi pas? Mais en réalité, cette politique de l'oubli se double d'une posture officielle qui n'est jamais totalement dite tout en étant parfaitement visible, qui continue à maintenir une sorte de mythe assez étonnant. Il n'y a que 2 pays au monde qui continuent à avoir une mythologie énoncée, explicite, sur leur action civilisatrice outre-mer, d'une république bienfaitrice qui, quelque part, aurait amené la lumière au peuple dans les ténèbres, ou du moins que ce débat ferait conscience. Il y a la France, qui continue à avoir un dialogue compliqué avec sa mémoire coloniale, et puis un pays très 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 lointain qu'on ne cite jamais ou rarement en référence avec la France, c'est le Japon. Le Japon impérial. Alors, quand on parle de Japon, on est beaucoup plus tranquille parce que ça évite de parler de la France et de la République, donc ça nous permet de prendre une sérieuse distance. Et on comprend vite pourquoi le Japon impérial a beaucoup de mal à parler de son passé colonial. Essayez d'aller dans une université japonaise et commencer à aborder la colonisation française, tout le monde vous regarde. Dès que vous parlez de l'empire japonais, tout le monde baisse les yeux. C'est un non-dit de sujet, parce que toucher à l'empire, toucher à la question coloniale, c'est toucher à l'empereur, et c'est toucher à ce qui fait l'essence même du Japon, et d'avoir un regard critique. Eh bien, d'une certaine manière, pour nous Français, c'est très bien, parce que ça nous renvoie à un miroir qu'on a des fois du mal à voir. Toucher à l'empire, toucher aux colonies, toucher à l'Algérie, c'est toucher à la République. Ah, qu'est-ce qu'on serait beaucoup plus tranquille si ça n'avait pas été la République qui était aux colonies. Et la République, comme les hommes, comme les idées, est toujours là. Donc là, on parle du même régime. Et c'est ça qui, en introduction,
fait qu'il y a un traumatisme. Il y a un traumatisme parce qu'on a affaire là à des choses qui ne sont pas simples. Ce n'est pas que du passé. Ce n'est pas que des choses déshumanisées. Ce n'est pas qu'une petite histoire. Je rappelle juste que cette histoire a plusieurs siècles et qu'elle commence le jour où un de nos marins se perd sur un fleuve du côté du Canada, en 1534. Elle concerne l'histoire impériale française, 77 pays ou régions autonomes encore dans le monde aujourd'hui qui n'ont pas appris le français uniquement par l'amour de Racine, mais parce qu'il y a eu un empire colonial. C'est une vaste histoire. Nous avons eu le second empire colonial au monde. Cette histoire a des conséquences dans ces pays et en France. Et notre pays a été traversé par plusieurs générations de cultures coloniales qui nous ont fabriqué une manière de penser cette histoire. Et beaucoup de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents ont été à l'école et ont appris l'histoire impériale et la fierté de celle-ci qui a constitué un moment la grandeur de la France, comme on disait à l'époque. Ce n'est donc pas un petit sujet. Et l'histoire de l'Algérie et de la guerre d'Algérie n'est qu'un des éléments de cette mosaïque extrêmement complexe. Alors certes, il est l'élément le plus visible puisqu'il y a eu une guerre pour partir. Certes, il est extrêmement visible parce que l'Algérie est la première des colonies, en termes de proximité. Enfin, les Corses vous diraient que c'est la seconde, puisque la moitié des Corses se considèrent comme descendants d'indigènes, et l'autre moitié comme descendants de colonisateurs, puisqu'ils étaient particulièrement présents dans l'administration française, ce qui explique aussi le traumatisme des Corses aujourd'hui. C'est les seuls d'ailleurs dans l'allégorie coloniale qu'on ne sait pas représenter. Essayez de prendre un stylo pour essayer d'imaginer en dessin ce qu'est un Corse dans l'histoire impériale, vous êtes bien ennuyés. Parce qu'ils n'existent pas, ils sont des deux côtés de la rive. Mais l'Algérie, par sa proximité, par la guerre, par la violence de la conquête, par l'histoire aussi très spécifique de ce qu'a représenté la place de l'Algérie dans l'édifice français, puisqu'elle était terre de France, elle était département français, ce qui est avec les vieilles colonies, à partir de 1946, une des spécificités de l'histoire de l'Algérie, fait que particulièrement elle est visible. Mais vous le verrez dans mon introduction et dans mon texte et dans cette communication, je considère qu'elle est intimement liée à l'histoire coloniale dans sa globalité. Ce n'est pas l'Algérie qui pose une problématique, c'est l'histoire coloniale pose problème, et l'Algérie dans ce problème est un problème non pas spécifique, est un marqueur majeur. Et la guerre d'Algérie est l'ultime marqueur, puisque, pour faire extrêmement simple, elle a conduit la France, d'une certaine manière, à envoyer ses enfants mourir pour la terre des colonies, non pas pour les conquérir, mais pour les conserver. Et le traumatisme de l'envoi des appelés et le traumatisme du retour des rapatriés et de la trahison des harkis ont superposé à tout ce qu'était l'ambiguïté coloniale un traumatisme que l'on peut qualifier de majeur. Pour juste mesurer ce qu'est la difficulté d'arriver à appréhender ces questions dans la société française aujourd'hui, il suffit de regarder l'immense bide de François Hollande quand il a été inauguré le 10 mai 2015 le Memorial Act en Guadeloupe. Certains ont regardé dans ce qu'on appelle la courbe de sensibilité médiatique des événements. À peu près, la courbe a représenté 12 minutes d'information sur l'ensemble des chaînes, des radios en termes d'événements. Au bout de la 13e minute, plus personne ne parlait dans ce pays de l'inauguration. D'ailleurs, je pense que très peu d'entre vous connaissent la date à laquelle a été inauguré, plus de 150 ans après les abolitions de l'esclavage, le premier mémorial dédié dans ce pays à l'histoire de l'esclavage. C'était en Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Les médias se sont totalement désintéressés à la question. Et quand on lit les commentaires de peu d'articles qui ont été faits, ou de peu d'émissions qui ont été faites de radio, du grand public, ces célèbres commentaires qui nous enseignent toujours beaucoup plus sur l'inconscient collectif que les articles des journalistes, on est tétanisé de voir ce qui est écrit. Que nous demande-t-il? De la repentance, une fois de plus, que d'argent perdu, à quoi ça sert, pourquoi revenir sur l'esclavage, et j'en passe, il y en a des milliers. Ça signifie que même quand quelque chose arrive à être fait après le long processus de la loi Taubira et de sa demande de réflexion sur ce qu'a été l'esclavage et les abolitions dans ce pays, même quand un musée est inauguré comme à Pointe-à-Pitre, et c'est un beau musée que dirige Jacques Martial, ceci a très peu d'effet sur la nation, tellement cette question est devenue idéologique, et tellement on a le sentiment qu'on est déjà affaire à une guerre des mémoires où chaque petit élément gagné est une sorte de conflit qui continue comme si la guerre d'Algérie et l'histoire impériale ne s'étaient pas terminées. Tout ça n'a rien à voir avec le hasard. Tout ça est intimement normal. Nous avons affaire à un conflit qui dure après l'Empire. Alexis Génie est ici, c'est pas moi qui vais aussi bien dire ce qu'il a si bien écrit. Et on a ensemble croisé nos parcours. Il sait que c'est un sujet, quand on dit que c'est un sujet de l'oubli, un sujet enfoui, un sujet intime, un sujet profond, un sujet qui a du mal à ressortir, c'est à la fois vrai et faux.
C'est aussi un sujet omniprésent, c'est aussi un sujet dont on parle. Écoutez les derniers discours d'Alliot qui vient de reprendre le pouvoir au Front National. Si vous n'avez pas compris la guerre Philippot-Alliot, c'est qu'on n'a pas encore compris que la guerre d'Algérie pour le Front National n'était vraiment pas terminée. Et c'est la tendance dure sur la guerre d'Algérie qui, au Front National, si tant est qu'il pourrait y avoir une tendance molle au Front National, c'est la tendance dure sur la question de l'Algérie française qui vient de reprendre la main au Front National sur un enjeu qu'ils considèrent, eux, comme fondamental, car idéologiquement présent dans le passé. Alors, comme je l'écoutais tout à l'heure, faire son deuil en mémoire, essayer d'arriver à faire entrer le passé dans le présent, comme le dirait notre président de la République, sans repentance, mais sans oubli, ni sans instrumentalisation, c'est un sacré boulot quand on voit ce qui s'est passé avant. C'est loin d'être simple. Et d'une certaine manière, Emmanuel Macron, je ne pense pas qu'il mesurait l'ensemble des éléments qu'il allait avoir à affronter après sa petite phrase, tout en ayant parfaitement compris ce que cette petite phrase pouvait lui ramener en termes électoraux. Nous ne l'aurons pas. Parler de la colonisation dans ce pays, c'est encore un enjeu électoral, comme d'ailleurs parler de l'esclavage aux États-Unis, comme nous venons de le voir il y a quelque temps. Donc depuis 20 ans, pour être à peu près précis, on va dire les années de 1995, on est aussi rentré dans des enjeux mémoriels qui ne sont pas neutres dans leur globalité, dans lequel s'inscrit cette réflexion sur le passé colonial et sur la guerre d'Algérie. On est passé en fait de ce qu'explique très bien Serge Barcellini dans un brillant article, des morts pour la France aux morts à cause de la France. Ce qui n'a plus rien à voir dans la partie commémorative, mémorielle, réflexion de la nation par rapport à son passé. Ça change tout parce que ça oblige à déplacer les curseurs habituels de réfléchir à ce que peut être la commémoration du passé. Et par définition, ce grand tournant, car c'est un grand tournant en 1995, n'a pas réussi à fonctionner pour la question de la colonisation, l'esclavage, on en parlera après, mais la question de la colonisation moderne, de la même manière qu'il a pu fonctionner sur la mémoire de la déportation, sur la mémoire de Vichy, qui a réussi à trouver sa place après un très long processus. Les premiers prémices annoncés à la fin des années 70, avec le travail par exemple de Serge Korfels et d'autres, n'a pas réussi à trouver sa place de la même manière. Comme s'il y avait une difficulté intrinsèque à pouvoir arriver à inscrire dans le récit national, diront certains, cette question. Et il suffit de regarder le rapport qu'avait préparé la réflexion de Nicolas Sarkozy pour la Maison d'Histoire de France, pour voir la manière dans laquelle l'histoire coloniale trouvait sa place dans cette célèbre maison qui n'ouvrira d'ailleurs jamais ses portes, ce qui est une très bonne nouvelle, et de voir la manière dont était inscrit le récit colonial dans l'épopée française et l'épopée de la République et l'épopée de la France. C'était assez fascinant parce que là, l'instrumentalisation, dès le rapport, je ne parle même pas de la manière dont après certains ont réfléchi à cette maison, et avec des vrais débats à l'intérieur du comité scientifique qui appréhendait la raison, mais c'était la manière de voir comment, d'une certaine manière, la grandeur de la France était liée dans cette dialectique à la grandeur impériale. Nous étions grands le temps de notre empire. Et ceci empêchait toute une autre mémoire d'arriver à fonctionner. Et dans cette maison de l'histoire de France, on avait une sorte de mythologie totalement immaculée de l'aventure républicaine aux colonies, qui presque n'avait rien à envier au discours de Lavis et d'autres du temps, justement, de l'épopée coloniale. Alors on pourrait se dire, tout ça est assez épiphénoménal, tout ça est assez second, tout ça, quelque part, n'est pas premium, mais je vous renvoie tous à une campagne électorale qui a été assez fascinante en 2007, et quand on suit les premiers pas de cette campagne, de revenir au premier discours de Nicolas Sarkozy à Toulon. Et le discours en 2007 de Nicolas Sarkozy à Toulon ouvre donc cette campagne qui sera, rappelez-vous, d'une violence assez forte, puisqu'elle amènera au débat sur l'identité nationale, elle emmènera au débat sur le discours de Grenoble, elle emmènera au ministère de l'identité nationale, elle emmènera à une vision politique de la France et aux années Sarkozy dont on se souvient tous de ce qu'elles ont conduit. Et il ouvre sur une question. Pas n'importe où, à Toulon, d'où sont partis nos bateaux pour coloniser l'Algérie. Et là, il s'adresse certes à la nation, mais aussi aux pieds noirs, mais aussi aux rapatriés, mais aussi à ceux qui, dans la presse, dans les médias, depuis une dizaine d'années, tiennent un discours émanant sur cette nostalgie coloniale. Et il dit « Je vous ai compris. Ne vous inquiétez pas, la lutte contre les repentants, je m'en occupe. » Et il s'engage d'ailleurs même à ce moment-là de construire ce que certains appellent dans les milieux post-ultramarins, dans les milieux pieds noirs, le mémorial de l'Outre-France de Marseille, dont l'État français s'était engagé à verser 25 millions, la mairie de Marseille 10 millions et le conseil régional PACA 9 millions, qui devait être construit à Marseille. C'est un vieux serpent de mer qui a duré près d'une vingtaine d'années, qui a ballotté entre la droite et la gauche, et qui proposait de raconter d'une manière nostalgique et gloriole, dont certains, comme Jean-Pierre Rioux et Jean-Jacques Jordi, deux historiens d'ailleurs
très réputés et très compétents, étaient pourtant les porteurs, qui étaient une vision nostalgique de l'Empire. Et à ce moment-là, je rappelle qu'on est 2 ans après les 2 articles de février 2005 où nos députés et nos sénateurs, de gauche et de droite, j'aurais dû dire de droite et de gauche, pour bien rappeler la question, ont voté presque à l'unanimité l'intérêt de ces 2 articles qui, par la loi de février 2005, nous demandaient à nous, les historiens, et surtout aux enseignants de nos écoles, d'enseigner de manière positive et équilibrée l'histoire coloniale. Nous n'étions pas en 1935, nous étions en 2005. Vous vous rendez compte ? On en fait des lois pour demander à des historiens d'enseigner de manière équilibrée l'histoire coloniale. Comme si l'histoire coloniale, c'était un principe de comptabilité, à gauche les plus, à droite les moins, on fait l'addition et on fait un bilan. Ceci montre bien que si une campagne électorale est ouverte autour d'une telle question, si des engagements sont pris d'un candidat qui va d'ailleurs gagner et qui ne fera pas son musée de Marseille, qui ne fera pas son musée de Marseille parce que 2007, 2008, 2009, le climat politique ne permet plus de faire ce type de musée nostalgique, presque décalé du temps. Comme d'ailleurs Georges Frêche verra son projet qu'il avait prévu à Montpellier tomber dans les abîmes de l'histoire, comme d'ailleurs le projet à Perpignan ne prendra pas l'ampleur qui était prévue de nostalgie de l'Algérie française, parce que ces projets, quelque part, deviennent anachroniques. Certes, tous ces projets qui ont traversé les 20 ou 30 dernières années n'ont pas abouti. Mais dans le même temps, n'a pas abouti, face à ça, la capacité de l'État français de penser cette mémoire, donc d'écrire cette histoire, donc d'emmener les gens dans des lieux d'histoire pour converser, parler, s'opposer, discuter, et peut-être arriver déjà à engager un dialogue. Un exemple simple, il y a 12 744 musées dans ce pays. Il y a 23 musées de l'histoire du sabot. C'est une histoire fondatrice pour arriver à comprendre nos terroirs et la fin des campagnes. Il n'y a aucun musée d'histoire coloniale. Il n'y a pas de musée d'histoire coloniale. Non pas parce qu'il n'y a pas eu la matière historique pour le faire. Le patrimoine, pour l'écrire, les archives d'outre-mer de Aix-en-Provence remplissent leurs archives et leurs armoires de patrimoine extraordinaires. Il suffit de descendre dans les caves du Louvre pour avoir des peintures merveilleuses. Il suffit d'aller dans les réserves du musée d'Iquy-Branly pour trouver des dizaines de milliers de documents qui viennent de l'ex-musée de la Porte Dorée ou du musée de l'Homme. Il y a les archives, il y a des historiens, il y a un travail fondateur. Il n'y a pas de musée d'histoire coloniale. Et quand il a failli y en avoir un en 2002-2003, Jacques Chirac a décidé d'installer le musée de l'immigration à la Porte Dorée. On était bien tranquille comme ça. Il n'y aura jamais d'histoire coloniale. Parce que personne ne mettra les immigrés dehors, à la Porte Dorée. C'est ça qui fait aujourd'hui la question essentielle. Comment construire une mémoire quand l'espace du politique politise la mémoire et l'histoire? Comment construire une mémoire quand elle est issue d'un traumatisme majeur, quand les lieux de mémoire n'existent pas et que vous ne pouvez pas emmener vos enfants et les enfants des écoles pour écrire cette histoire? Et comment pense, et je vais revenir au petit item du début, ceux qui sont issus de cette histoire, 12,5 millions de personnes vivent dans ce pays en tant que Français ou étrangers, en ayant un grand-père ou une grand-mère nés dans nos outre-mer ou nos ex-outre-mer. Ils vont où voir une part de leur histoire familiale? Sur des données sur Internet? En écoutant Soral? En écoutant les plus radicaux dans les quartiers populaires? Ou ils vont au musée? Et après, on trouve que certains se radicalisent en ce moment par rapport aussi à ces enjeux. Je rappelle que 22% des textes de Al-Nusra ou de Daesh ou des vidéos en langue française, je le dis bien en langue française, donc qui sont, sur les 3 dernières années, qui ont été étudiés par des chercheurs, traitent entre 25 et 30% de la question coloniale pour justifier de sortir de l'humiliation du passé et de leur père et de leur mère. Quand ils parlent de la ligne Picot tracée par les Français et les Anglais entre l'Irak et la Syrie, ils font référence à l'histoire coloniale. Parce que c'est un des éléments qui fait aujourd'hui ce que certains appellent entre guillemets le mal-être identitaire, la question identitaire, et pourquoi certains arriveraient à aller chercher ailleurs des réponses dans une société dont ils ont le sentiment, il y a même un parti qui s'est créé là-dessus en 2005, la même année que la loi, d'être des indigènes de la République. Face à ça, tout un mouvement extrêmement dynamique de néo-réactionnaires, d'essayistes à succès, de chroniqueurs télé qui le samedi soir savent diffuser leur vision de la France et d'une certaine manière d'un temps de la grandeur, vont sortir des essais, des ouvrages, des textes, dont un Pascal Bruckner est un des principaux tenants, qui vont marquer intellectuellement cette idée. Revenir sur le passé colonial, c'est d'une certaine manière affaiblir la France. C'est d'une certaine manière rentrer dans les traumas du passé pour les ramener dans les traumas du présent. Je cite Pascal Bruckner dans un article qu'il avait publié dans Valeurs Actuelles en 2015, c'est pas si vieux, sous un titre assez provoquant, « Le devoir de mémoire, une soupe morale servie à tous ». Il concluait cet article par cette phrase très simple,
Travailler sur ce passé, ses mémoires et l'histoire coloniale risque d'entretenir, du côté des persécutés, une mémoire de la revanche qui rend illusoire la fin d'un tel conflit. Traumatisme, refoulé, vengeance, regard du passé sur le présent. Comme le disait Catherine Kokré-Bilrovitch, une grande historienne, Gilles Monceron, qui a beaucoup travaillé sur l'Algérie, Benjamin Stora, qui sera là tout à l'heure, le refus de la repentance, ils écrivaient ça dans Libération dans une tribune commune, le refus de la repentance a pour objectif d'entraver le travail des historiens et de réunifier la droite, et pas seulement. En outre, ce discours, tel un mur de l'Atlantique face à l'histoire, vise à refuser un quelconque regard critique sur la colonisation. Et dans cette perspective, la nation devient un bloc insécable à défendre, globalement, au lieu d'être une nation dotée d'une histoire où certains ont joué un rôle dont on peut légitimement être fier, et où, comme dans toute autre nation, d'autres ont pu apparaître plus discutables. Mais le seul fait d'évoquer cette réalité du passé colonial deviendrait la volonté de dénigrer la France elle-même, posée comme un tout indivisible. Ceci explique que, depuis ces 20 dernières années, on se retrouve face à une véritable politique de blocage, d'oubli, et de grandes difficultés, malgré certaines déclarations officielles de nos présidents de la République qui vont toujours reconnaître à un moment la violence coloniale ces dernières années, depuis Jacques Chirac quand il voyage en Algérie, et même François Hollande qui avait inventé un mot extraordinaire pendant les 5 ans de son quinquennat, chaque fois qu'il parlait de la question coloniale, que ce soit pour Madagascar, pour le Cameroun, pour l'Algérie ou ailleurs, ou pour le Sénégal avec Yaroy, il faut regarder avec lucidité ce passé. Je ne sais pas ce que ça veut dire de regarder un passé avec lucidité, mais en tout cas je suis sûr d'une chose, ça a contribué à ne pas faire du tout avancer la mémoire et l'histoire pendant 5 ans. Ça, c'est un constat. On peut discuter après de la volonté de François Hollande de faire. Il n'a pas fait. On peut se demander ce qu'il aurait pu faire, mais en tout cas, il n'a pas fait. On peut se dire, qu'est-ce qu'un regard lucide ? Je cherche encore la lucidité dans justement la politique publique mise en œuvre depuis 5 ans, qui, elle aussi, comme l'explique très bien Myriam Cotas, a simplement été le stand-by. Moins on bouge, mieux on se porte. Et dans ce cas-là, on peut se poser une question très simple, en face. Depuis le discours de Nicolas Sarkozy de 2007, que se passe-t-il ? Il se passe ce qui s'est toujours passé depuis les premiers monuments inaugurés en 1965 dans le sud de la France pour rendre hommage à l'OAS. Je vous rappelle que Ménard, qui arrive à Béziers, une de ses premières décisions a été de remplacer les plaques de rue par des plaques de rue qui rendent hommage à ceux qui ont été d'Algérie française et d'OAS, donc quelque part ceux qui ont voulu garder l'Empire, l'Algérie française, attachée à la France. Et ce travail continue. Tous les 15 jours ou les 3 semaines, explique Alain Ruscio dans un excellent ouvrage, un monument, une plaque, une stèle, est inauguré en souvenir de l'Algérie française dans ce pays. C'est un rythme régulier, un balisage. Benjamin Stora et Exigénie ici présents ont même parlé dans un livre commun qu'ils ont fait, peut-être de l'émergence d'une forme de territoire marqué qui a fait émerger une forme de sudisme dans le sud de la France idéologique, qui repose justement sur toutes ces valeurs Algérie françaises qui sont devenues non pas pour les acteurs de cette histoire, qui sont aujourd'hui extrêmement âgés, mais pour leurs descendants, une sorte de tréfonds idéologique qui serait presque constitutif d'une pensée sudiste qui nous fait tout à fait penser à travers le terme, et Benjamin le prend, je pense, à essence et à désir à ce niveau-là, à la pensée sudiste du sud de l'Amérique, dont on mesure tous ce qu'il signifie dans l'Amérique actuelle et qui a amené au trumpisme, car quand on voit l'Amérique et Trump, nous sommes tous parfaitement lucides d'avoir bien compris que ce n'est pas simplement la victoire de quelqu'un qui sait faire du tweet, c'est aussi la victoire d'un blanc qui ramène quelque part les Blancs au pouvoir en Amérique, ou du moins essaye de sauvegarder une certaine vision de la blanchitude sur la terre américaine avec un rapport à l'histoire et au passé, et à la question esclavage, notamment aux mémoriaux, vous l'avez vu avec Charlottesville. Ce n'est pas un hasard si ce débat est devenu visible autour de la sculpture de Lee. Ces histoires sont les nôtres aussi. L'Amérique n'est pas le seul pays qui, quelque part, a une problématique avec ce passé. En France, le thème de cette repentance, qui n'est pas tellement éloigné de l'ordre de la vision des Blancs américains, sur il faut mieux oublier pour vivre ensemble, il faut oublier les traumatismes du passé pour que l'Amérique soit une et entière, mais dans le même temps, on fait quand même beaucoup de mémoriaux pour rappeler ces grands généraux sudistes, et on a beaucoup de mal à faire émerger une mémoire commune. Ça change, lentement, puisque le mémorial afro-américain a été ouvert il y a 1 an et demi, que c'est la dernière inauguration de Obama avant de quitter le pouvoir. C'est pas lui qui avait initié ce projet, c'est même assez surprenant, puisque c'est Madame Bush qui était présidente du mouvement pour trouver des sous pour créer ce grand mémorial. Cette histoire est maintenant plus écrite en Amérique qu'elle ne l'est en France, ce qui n'empêche pas, les musées ne sauvent pas des mémoires, ils permettent juste d'un tout petit peu plus avancer et rentrer dans les histoires. Ça n'empêche pas les duretés de la situation par rapport aujourd'hui aux États-Unis sur le traumatisme de ce qu'a été la pensée de l'esclavage. Un jour, Christiane Taubira me disait que malgré toutes les difficultés, et un jour je pense qu'elle fera un film ou un livre pour raconter la loi de 2001 et
tout ce qu'il y a eu autour et les demandes de ses amis politiques et bien sûr de ses ennemis politiques, autour de la manière dont il fallait réparer, la manière dont il fallait penser les abolitions et l'esclavage, la manière dont il a fallu, pour que cette loi puisse arriver à un moment devant le Parlement à être votée, tous les compromis qu'il a fallu faire et tous les débats qu'elle a pu entendre. Je pense que même le sujet le plus intéressant, c'est tout ce qu'elle a dû entendre et ce qu'elle a dû répondre à ce moment-là. Mais elle me disait que c'était quand même plus facile de parler de l'esclavage que de la colonisation. Parce que l'esclavage, c'est loin. Il me reste 5 minutes, oui, ne vous inquiétez pas. L'esclavage, c'est loin. Et ce jour-là où elle me disait ça, c'est le moment où elle déclarait, nous étions le lendemain de la victoire de François Hollande, où elle avait fait un petit commentaire dans la presse où elle aurait préféré Condorcet ou Léon Blum. Elle aurait préféré Condorcet ou Léon Blum dans le discours d'investiture de François Hollande, qui avait choisi comme personnage tutélaire de son quinquennat, on aurait dû se douter que ça allait mal commencer, donc ça allait mal finir, c'était Jules Ferry. Et il commence d'ailleurs son discours avec une phrase qui nous fait penser à la notion du grand regard lucide dont je parlais tout à l'heure, en disant cette phrase essentielle, en gros, je condamne ici, et il fera 3 phrases dessus, le Jules Ferry qui était aveugle face à la question coloniale, mais je vais vous parler d'un autre Jules Ferry. Et c'est tout le débat français. Cette grande difficulté d'appréhender les choses par rapport à toute leur complexité. Bien sûr que l'histoire coloniale est traumatique. Ça a duré 4 siècles. Bien sûr que c'est du non-droit. Allez expliquer à des gamins des quartiers populaires qui ont 15-16 ans que la République des droits de l'homme était capable, plus le bateau s'éloignait du port de Marseille, que les droits de l'homme descendaient en cale du bateau. Essayez d'expliquer ça à un gamin de 15-16 ans. Vous allez voir la difficulté de la République. Et là, vous avez un tropéisme, parce qu'en même temps, ce même gamin vous dit « Oui, mais monsieur, où est-ce que je peux la voir, cette histoire? Où est-ce que je peux être fier de ce qu'ont fait mes pères? Où est-ce que je peux découvrir quelque part que cette histoire, aujourd'hui, elle fait partie de mon moi, mais que mon petit voisin qui n'est pas lié à cette histoire, ça fait aussi partie de son histoire à lui, et que cette mémoire, notre génération, la génération future et celle d'après, va pouvoir la dépasser. Où est-ce qu'on peut arriver à avancer dans ce sens-là et faire que simplement ce ne soit pas, et là je vais aller très vite pour le résumer, mais uniquement affaire de militants que de parler du 17 octobre 61? Affaire du militant que de parler de l'esclavage. Car c'est souvent venu par des militants mobilisés que ces questions ont émergé, ou des grands romanciers, je pense à Didier Deninx par exemple, que ces questions, ou des réalisateurs comme Rachid Bouchareb avec Indigène. Vous vous rendez compte quand même qu'il a fallu attendre qu'un réalisateur qui s'appelle Rachid Bouchareb, avec un acteur qui s'appelle Jamel Debbouze, dise au cabinet de Jacques Chirac à l'époque qu'il allait venir au journal de TF1 pour expliquer que les pensions étaient un scandale des tirailleurs sénégalais, pour que le cabinet de Jacques Chirac et que le secrétaire d'État aux anciens combattants décide de régulariser les pensions. On avait attendu 45 ans. Il faut que ce soit un trublion, un petit rigolo, sur scène, un Jamel Debbouze, qui fait que la République, prenant peur médiatiquement des déclarations d'un Jamel Debbouze et du film de Rachid Bouchareb, fasse que nos pensions soient enfin dégelées et que quelque part, un ancien tirailleur sénégalais vale un soldat français des tranchées. Bien sûr, le sujet est très technique. Mais notre histoire, elle ne fait que de technicité quand on parle d'histoire coloniale. Alors c'est technique, c'est compliqué, c'est traumatique. Nos enfants des quartiers pourraient très bien se révolter, ça va. Ils n'ont pas besoin qu'on parle d'histoire coloniale pour brûler des voitures. Ils le font très bien tout seuls. Je pense au contraire que cette difficulté et la manière de dépasser les enjeux de la repentance, la manière de dépasser les blocages de nos essayistes à succès sur ces enjeux, la manière aussi de devoir appréhender ce passé dans toute sa complexité. Parce qu'il est intimement complexe. La seule méthode, c'est de faire de l'histoire. La seule méthode, c'est d'en parler. La seule méthode, c'est de rentrer dans tout ce qui fait les enjeux, y compris identitaires de ce passé, parce que d'autres à notre place le font en ce moment. Ne soyons pas en dehors d'une société aujourd'hui hyper médiatique. Ne pensons pas qu'il n'existe pas aujourd'hui sur le web ou ailleurs 1001 manières de raconter ce passé. Ne pensons pas que ce ne sont pas des sujets qui sont aujourd'hui intimement idéologisés par d'autres. Et Joseph Massescaron a beau dire que tout ça ne produit que des enjeux de groupes identitaires et en fait que des parts de marché mémorielles, c'est bien plus compliqué que ce que pense Joseph Massescaron, c'est bien plus compliqué que ce que pensent certains chroniqueurs de Valeurs Actuelles et du Figaro, et c'est bien plus compliqué que ce que pensent beaucoup de gens à gauche. Et c'est pour ça que je me suis permis de taper 2 fois sur François Hollande, car le Parti socialiste a une totale responsabilité aussi, lui, venant d'une histoire intimement complexe au PS, sur la période de la guerre d'Algérie. Je me souviendrai toujours au moment où on parlait d'égalité réelle au Parti socialiste en 2011-2012 avec Mme Vallaud-Belkacem et Mme Pascal Boitard, que le seul sujet qui avait énervé les classiques socialistes ce jour dans la salle, c'est quand j'ai rappelé que François Mitterrand avait été le plus grand ministre des colonies de la 4e République. Il n'y aurait pas eu de lien. Bien sûr qu'il y a un lien. Notre histoire politique, notre histoire individuelle, notre histoire collective, notre histoire républicaine, l'histoire des droits de l'homme, l'histoire de notre pays est liée à ce passé colonial. Pourquoi une loi comme la loi de la laïcité de 1905 fait sens encore aujourd'hui? Elle est tellement lointaine. Elle ne devrait même plus compter.
Pourquoi la Révolution française fait encore sens pour nous? C'est tellement loin, 1789. Parce que nous sommes les enfants de notre histoire. Eh bien, nous sommes aussi les enfants de l'histoire coloniale. Et cette histoire coloniale, tant qu'elle restera dans les placards de l'histoire, qu'elle n'aura pas la capacité de faire sens avec toute sa lecture critique, de rentrer au musée, de rentrer normalement dans nos champs éducatifs. Et ça a changé. Moi, quand j'ai passé mon bac, il n'y avait quasi rien dans les manuels scolaires à la fin des années 80. Rien sur l'histoire coloniale. Ça a changé. Mais l'école ne peut pas tout faire sur cette question-là. L'enseignant ne peut pas tout faire. Quand il peut le faire. Quand son chef d'établissement ne vient pas le voir en lui disant « C'est fini, 30 secondes ». Quand dans son établissement, on ne vient pas lui dire « Ce serait bien de ne pas trop parler, si vous êtes à Marseille, à Grenoble, à Strasbourg ou à Tourcoing, de telles questions, car il va y avoir un problème avec les parents d'élèves ou avec telle ou telle association. » Car ce sont des sujets difficiles. Et quand vous faites des programmes académiques de formation, ce qu'on appelle des PAF, vous voyez bien la difficulté que vous donnent les enseignants. C'est pas d'avoir des outils, c'est pas d'avoir envie d'en parler, c'est pas la demande des élèves, c'est la difficulté dans l'institution de pouvoir appréhender dans toute sa complexité ces questions. Alors, et en 10 secondes, que faire? Que faire, tout simplement, c'est aujourd'hui prendre conscience qu'on a certainement là, et la déclaration d'Emmanuel Macron n'est pas du tout à prendre à quelque chose de secondaire, car il a totalement inversé le paradigme habituel de tous ceux qui, depuis De Gaulle, se sont succédés jusqu'à François Hollande. Je ne dis pas qu'il a été totalement de l'autre côté du miroir et qu'il y restera. Je dis qu'il a posé les mots tout à fait différents et assez provoquants, et en plus sur une terre, pas le faire, mais en tout cas encore plus provoquant, car il l'a fait en Algérie, qui permettent d'ouvrir peut-être enfin un débat qui est majeur pour notre pays, si on ne veut pas que demain, justement, les enjeux de la décolonisation des imaginaires deviennent pour beaucoup dans ce pays, non pas des traumatismes individuels, mais au-delà de traumatismes individuels, un véritable traumatisme collectif.